Bonjour à toutes et à tous. Savez-vous que les firmes de l'industrie automobile mondiale sont aujourd'hui engagées dans une course folle, mettre au point dans les toutes prochaines années le véhicule autonome. Attention, le vrai véhicule autonome, c'est-à-dire une voiture capable de circuler dans le trafic réel en toute situation et sans aucune intervention humaine. C'est notre nouveau dossier. Voici le sommaire. En route pour un dossier qui va nous faire voyager à bord d'une voiture autonome. Autonome? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il existe plusieurs niveaux d'autonomie? Pour comprendre le fonctionnement de ce type de véhicule, nous ferons le tour des capteurs qui l'équipent. D'ailleurs, qu'appelle-t-on le lidar? Quelles données collectent les caméras? Comment sont analysées toutes ces données? Nous testerons même un véhicule autonome en conditions réelles. Mais au fait, savez-vous que les bateaux, les trains et même les avions intègrent des technologies qui les rendent plus autonomes? Ensemble, nous allons remonter le temps à l'époque des premiers instruments de navigation, de la boussole jusqu'au pilote automatique. Et les ingénieurs n'ont pas fini de nous étonner avec des projets encore plus futuristes. L'arrivée des voitures autonomes sur les routes pose aussi de nombreuses questions. Comment éviter le piratage de ces ordinateurs roulants? Quels sont les avantages pour la sécurité routière? Qui est responsable en cas d'accident? Allez, attachez votre ceinture, Fred nous explique tout. Et on commence tout de suite sur les chapeaux de roue par une première animation qui va tout vous expliquer sur ce qu'est vraiment le véhicule autonome. Bah oui, parce qu'il y a plusieurs niveaux d'autonomie et ce n'est pas simple de remplacer complètement l'intelligence humaine. Allez, laissez-vous conduire. Une voiture autonome, c'est une voiture qui se déplace toute seule. Oui, une voiture totalement autonome avance, adapte sa vitesse, freine devant un piéton qui traverse, s'arrête au feu, se gare, tout ça sans aucune intervention humaine. Mais soyons précis, car il existe différents types de véhicules. Ils sont classés selon leur niveau d'autonomie, depuis le niveau 0 jusqu'au niveau 5. D'accord, le niveau 0, je suppose que la voiture ne fait pas grand-chose, non? Le niveau 0, c'est le plus simple. La voiture ne fait rien toute seule. Le conducteur contrôle tous les paramètres de conduite, comme l'accélération, le freinage ou la direction. Il doit aussi surveiller l'environnement autour de la voiture en permanence. Cela correspond aux anciennes voitures sans électronique. Au niveau 1, le conducteur peut déléguer certaines tâches au véhicule, mais uniquement dans un seul axe de direction, l'axe longitudinal ou latéral. C'est le cas par exemple du régulateur de vitesse, où le conducteur confie l'accélération au véhicule, mais toujours sous sa supervision. Les systèmes d'aide à la conduite se perfectionnent dans les véhicules de niveau 2 en contrôlant la voiture à la fois sur l'axe longitudinal et latéral. Par exemple, la voiture gère la vitesse et la direction pour se garer automatiquement. Ces systèmes sont devenus fréquents dans les voitures actuelles. Mais attention, le chauffeur doit toujours garder un œil sur la route, prêt à intervenir. Et si je veux vraiment quitter la route des yeux, c'est possible? Pour pouvoir quitter brièvement la route des yeux, il faut une voiture de niveau 3. Sous certaines conditions, comme les embouteillages par exemple, le conducteur confie la surveillance de la route à un logiciel informatique. C'est un peu le cerveau de la voiture. La voiture avance toute seule, conserve les distances de sécurité et reste dans sa voie. Le conducteur peut alors manger un sandwich sans trop prêter attention à la route. Mais attention, la voiture peut alerter le conducteur à tout moment. Il doit donc se tenir prêt à reprendre rapidement le volant, si par exemple le trafic s'améliore devant lui. Pratique ça! Mais tu penses qu'on peut aller encore plus loin? Oui, au niveau 4, on gagne encore en autonomie. À ce stade, la voiture se débrouille vraiment toute seule. Le conducteur n'a plus besoin de surveiller la route et peut s'adonner pleinement à d'autres activités comme regarder une vidéo de l'esprit sorcier. Mais ce mode ne fonctionne que sur certaines routes, comme des voies à chaussées séparées telles que les autoroutes ou les voies rapides. Après avoir activé le mode autonome, la voiture adapte sa vitesse et se dirige toute seule. Elle prendra même la bonne décision en cas de danger, comme éviter une voiture qui s'arrête brusquement devant. Super! Ça, c'est une voiture autonome et intelligente! Oui, mais il y a encore plus fort, avec le niveau 5. La voiture est entièrement autonome, quelles que soient les routes et les conditions climatiques. Avec ce type de voiture, on pourra non seulement se déplacer sur des voies rapides, mais aussi en ville, avec des piétons, des cyclistes, et sans surveiller la route. Il n'y a plus besoin de conducteur, il n'y aura peut-être même plus de volant. Ça, c'est vraiment la cerise sur le capot. L'objectif de tous les constructeurs, bien sûr, c'est d'atteindre ce niveau 5. Mais comment faire pour remplacer complètement l'humain ?
La voiture doit avoir des yeux, mais elle doit aussi avoir un cerveau, une intelligence artificielle infaillible pour analyser son environnement et pour prendre les bonnes décisions au bon moment. Regardez, on vous explique comment ça marche. Allez, viens, je t'emmène au travail. Et sans les mains, c'est ma voiture qui conduit. Ok, mais pour que la voiture conduise à ta place, elle doit d'abord avoir des yeux. Il lui faut donc installer une multitude de capteurs, comme des caméras, des radars, un laser au niveau des pare-chocs ou encore des capteurs ultrasons tout autour de la voiture. D'accord, mais ils servent à quoi ces capteurs? Ils collectent toutes les informations extérieures utiles à la conduite, comme le trafic routier ou les panneaux de signalisation. Si ta voiture se maintient toute seule au centre de sa voie de circulation, c'est grâce à une caméra placée au niveau du pare-brise. Elle détecte au sol les lignes à suivre. Elle repère aussi la forme, la couleur et lit les panneaux pour respecter les limitations de vitesse. Cette caméra identifie aussi les voitures, les deux roues, éventuellement les piétons ou les animaux présents sur la route. Et comment on fait s'il y a du brouillard? Eh bien, les informations recueillies par les caméras sont aussi collectées par d'autres capteurs, comme des radars qui fonctionnent quelle que soit la météo. Ah ouf, je suis rassurée. Le véhicule est également équipé de lasers qu'on appelle lidars. Les lidars reconstituent en 3D l'environnement situé à 360 degrés autour de la voiture. En plus de détecter les lignes et les panneaux, ils apportent d'autres informations. Ils mesurent précisément la distance qui sépare ta voiture des autres véhicules et ils estiment leur vitesse. Information également collectée par les radars. On appelle ça de la redondance d'informations. Pratique pour éviter les obstacles. Et ce n'est pas tout. En comparant régulièrement les informations recueillies par ces capteurs avec des cartes routières 3D déjà établies, le véhicule est capable de se localiser à quelques centimètres près. Il peut donc suivre un itinéraire, anticiper les prochains virages ou bien connaître l'emplacement exact des feux tricolores par exemple. Ouf, je suis sûre d'arriver à destination. Mais qui prend les décisions? Les informations brutes collectées par tous les capteurs sont acheminées vers le cerveau de la voiture, le logiciel informatique. C'est lui le pilote. En temps réel, il analyse, recoupe et donne un sens aux données. C'est une véritable intelligence artificielle. Par exemple, ici, la caméra et le lidar détectent une forme. Le logiciel reconnaît une apparence humaine et l'interprète donc comme étant un piéton. C'est à partir de cette interprétation que le logiciel anticipe et comprend que le piéton s'engage sur le passage piéton. Il prend donc la décision d'activer les freins pour stopper la voiture. Mais pour prendre des décisions dans toutes les situations, le logiciel doit d'abord passer son permis? Oui, en quelque sorte. Le logiciel a appris à reconnaître les panneaux, à différencier les voitures, les deux roues, les camions, les piétons et à mémoriser une grande diversité de scénarios, comme l'arrêt brutal d'une voiture pour être capable d'adapter la réponse dans toutes les circonstances. Une voiture ou un train sans chauffeur, un navire ou un avion sans pilote. En fait, c'est un vieux rêve qui caresse l'imagination des ingénieurs depuis longtemps. Voici la folle aventure des véhicules autonomes au fil du temps. En Europe, dès le XIIe siècle, les marins utilisent des instruments pour s'orienter, comme le compas de navigation. Il indique le nord magnétique grâce à une aiguille en magnétite, un minéral sensible au champ magnétique terrestre. Au début du XXe siècle, l'inventeur allemand Hermann Anschutz et l'américain Elmer Ambrose Sperry développent en parallèle le gyrocompas. Cet instrument pointe en permanence vers le nord géographique et il n'utilise pas le magnétisme. Le gyrocompas est donc mieux adapté aux bateaux dont la structure métallique perturbe les boussoles. Dans les années 1920, ce dispositif est couplé à un système de navigation qui contrôle la direction et les moteurs. Le pilote automatique est né. À partir de la Seconde Guerre mondiale, le radar et le sonar équipent les bateaux. Le radar détecte les objets sur l'eau et le sonar repère les objets sous l'eau. Dans les années 1980, apparaît le système de navigation satellitaire américain, le GPS. Il est associé à des cartes marines électroniques pour aider les navires à se localiser. Pratique pour conserver un cap. De nos jours, les signaux satellites permettent aussi une navigation quasi autonome avec une meilleure anticipation de la météo et des courants marins. Il est même possible de piloter un bateau grâce à son smartphone. En 1903, les frères américains Orville et Wilbur White réalisent le premier vol en avion. L'aéronautique va se développer très vite. Et en 1914, l'inventeur américain Lawrence Sperry effectuera le premier test avec le pilote automatique gyroscopique.
Cet instrument est conçu pour stabiliser l'appareil en redressant les ailes à l'horizontale et en corrigeant l'altitude. En 1931, un avion bimoteur, le Curtiss Condor, réalise le premier vol commercial en pilotage automatique. Progressivement, l'automatisation va faire disparaître les membres d'équipage. Le navigateur, celui en charge des échanges radio, et le mécanicien navigant. Le nombre de pilotes humains se réduit donc, passant de 5 à 2 dans la majorité des vols actuellement. À l'inverse, les capacités du système d'aide au pilotage augmentent. Aujourd'hui, en fonction du type d'usage des avions et de la réglementation, un pilote automatique est capable de faire décoller ou atterrir un appareil et de prendre le relais si la visibilité est réduite. En cas de panne, pas de panique, les pilotes veillent au grain. L'histoire des transports publics automatisés débute véritablement en 1964 à la foire de New York. Développés pour l'entreprise Ford, les premiers People Movers, des wagons sur rails, lents et automatisés, font fureur et se retrouvent bien vite adaptés aux parcs d'attractions, musées et aéroports. En parallèle, quelques années plus tard, les métros parisiens et londoniens sont équipés d'un pilote automatique. Celui-ci module l'accélération du métro grâce aux informations données par un système magnétique au sol et dirige la rame sous la supervision d'un conducteur qui peut reprendre la main à tout moment. En 1981, c'est dans la ville japonaise de Kobe qu'est inauguré le premier métro sans conducteur du monde, suivi de près par celui de Lille en 1983, puis Orlyval à Paris en 1991. Ces appareils sont reliés à un terminal qui gère les vitesses de chaque train en temps réel. Malgré des échecs, comme le projet de mini-métro automatique français Aramis, abandonné dans les années 1980, d'autres connaissent un franc succès. C'est le cas de la ligne de métro parisienne Météor, adoptée par les usagers dès sa mise en service en 1998. En 2016, près de 55 lignes de métro automatiques sont recensées dans le monde. Bref, on peut dire que c'est une affaire qui roule. La première voiture sans chauffeur est présentée le 5 août 1921 aux États-Unis. Mais on ne peut pas réellement parler de véhicule autonome. Un camion la suit de près avec une radio pour la manœuvrer. C'est le premier véhicule télécommandé. La démocratisation d'outils comme la transmission automatique dès 1939, les régulateurs de vitesse ou encore l'aide au freinage, aussi appelée ABS 10 ans plus tard, laisse de plus en plus d'autonomie au véhicule. En 1977, une équipe japonaise du laboratoire de Tsukuba fait rouler la première voiture capable de suivre une voie de signalisation grâce à des capteurs optiques. Plus tard, en 1986, l'équipe de l'ingénieur Ernst Dickmanns développe le camion Vamorse. C'est le premier véhicule se déplaçant quasiment sans intervention humaine grâce à des caméras, des capteurs et un ordinateur contrôlant le volant et la vitesse. Au début des années 2000, le plus connu des systèmes de navigation, le GPS, devient accessible sur les routes, révolutionnant les systèmes de navigation des voitures. Depuis, l'évolution technologique s'accélère et les prototypes développés en 2009 par Google, puis Tesla, sont les pionniers des véhicules allant vers l'autonomie totale. Aujourd'hui, les progrès de l'intelligence artificielle favorisent le développement des véhicules autonomes. Dans une vingtaine d'années, on aura donc le choix en matière de transport autonome. Voitures individuelles, bus, navettes, trains, avions ou bateaux. Pour éviter les embouteillages en ville, on pourra troquer la route pour les airs en appelant par smartphone un drone Airbus complètement autonome, le Vahana. Ce taxi volant électrique transportera un passager qui choisira simplement sa destination et décollera à la verticale avec ses 8 rotors de la même façon qu'un hélicoptère. Grâce à ses capteurs, il volera en évitant les obstacles et en ajustant son altitude par rapport aux autres appareils aériens. La structure des villes déjà sillonnées de navettes automatisées aura bien changé et intégrera désormais des couloirs de vol. Pour se déplacer d'une ville à l'autre, on utilisera des trains semi-automatiques et les TGV et RER se doteront du système Nexteo. Contrôlé par un pilote automatique, un conducteur humain gérera principalement l'ouverture des portes tout en restant prêt à prendre la main en cas d'aléa. Certains bateaux seront totalement autonomes et sillonneront les mers comme le porte-conteneurs norvégien Yara Birkeland. Bienvenue dans le futur! Voilà, maintenant que vous savez tout sur le fonctionnement de la voiture autonome, eh bien on va aller l'essayer sur une vraie route, en pleine circulation, au milieu d'autres voitures qui, elles, ne sont pas autonomes.
et la cohabitation marche plutôt bien d'après ce que nous avons pu constater. Et puis on va aussi aller voir de plus près tous ces capteurs et ces calculateurs qui équipent notre véhicule. Pour que la voiture se déplace sans les yeux du conducteur, le véhicule doit être équipé de caméras. Ces yeux électroniques sont très utiles pour analyser l'environnement. Et la voiture, elle n'a que 2 yeux comme nous? Sur ce prototype, nous avons 7 caméras. 3 caméras frontales donc qui regardent sur le devant de la voiture avec différentes ouvertures. Et on a 4 petites caméras qui regardent au sol et qui sont situées tout autour de la voiture. Donc ça va détecter des voitures, des motos, des piétons à nouveau. Ça va aussi détecter les lignes au sol. Elles sont en charge en permanence d'aller regarder où est la voie devant la voiture. Ça va aussi regarder les panneaux. Ça va regarder donc les vitesses réglementaires qui s'appliquent sur ce tronçon ou les différentes réglementations. Cette caméra, ça en fait des yeux. Et avec les informations récoltées, la voiture peut anticiper les mouvements des autres véhicules. En regardant l'évolution en fait de l'image, donc de l'objet dans l'image, on est capable de savoir à quelle distance il se situe et s'il est en train de se rapprocher ou en train de s'éloigner. Mais comme nos yeux, la caméra peut être éblouie ou se tromper. Avoir un soleil rasant sur une route légèrement humide va éblouir l'objet caméra et il risque de plus percevoir la route. Quand on a en fait des trop grands contrastes, donc un grand soleil comme aujourd'hui avec des ombres portées, dans certains cas, la voiture va croire en un obstacle alors qu'il s'agit d'une ombre et donc on va avoir une sorte de ghost imaginé par la voiture, un fantôme, alors qu'il n'y a pas lieu en fait de prendre en compte cet objet. Son défaut, c'est que dès lors qu'on a une perte de visibilité, typiquement dans le brouillard, là la caméra n'est plus d'aucune aide. Bon, je récapitule. Pas de brouillard, ni de grand soleil. Il ne faudrait pas en plus qu'elle rate un panneau. Un risque se présente effectivement si un panneau est cassé, obscurci, masqué, ne serait-ce que par un camion. C'est bien pour ça qu'on compte sur la cartographie, haute définition, sur laquelle on fait porter toutes les informations de cette nature. Pourquoi tout ça? Parce qu'en fait la caméra est aujourd'hui le seul capteur qui est en mesure de nous détecter les lignes et les panneaux de réglementation. Donc il nous faut une redondance d'une nature différente. LIDAR, ça ne vous évoque peut-être rien et pourtant, c'est un instrument essentiel pour le fonctionnement du véhicule autonome. C'est un système de télédétection laser. Mais à quoi ça sert ? Ça permet de détecter tout un tas d'objets, donc l'infrastructure routière, mais également les piétons, les obstacles. Et sur la route, il y a quelque chose qui est fabuleux pour nous, c'est que les lignes blanches, elles sont excessivement réfléchissantes. Et donc ça nous permet aussi de détecter tout ce qui est signalisation routière, donc les lignes, mais également les panneaux de façon très lisible. Si je devais vraiment donner un avantage par rapport à la caméra, je dirais que le LIDAR, il est capable il mesure une distance, la caméra, elle estime une distance. Pratique pour savoir ce qui nous entoure. Mais ça marche comment ? Il est composé de différents lasers qui émettent chacun une onde lumineuse. Et en étudiant la vitesse de propagation de cette onde, on est capable de déterminer la distance des objets qui nous entourent. À chaque fois qu'on a un impact, on va créer un point donc qui est représenté dans l'espace par ses coordonnées. On est en 3 dimensions. Et donc on va créer des ensembles de points qui représentent une scène la plus fidèlement possible. Waouh! Des nuages de points pour reconstituer en 3D l'environnement autour de la voiture. Ah, je comprends maintenant! Oh, c'est Fred qui lève les bras! Coucou Fred! Bon, et le LIDAR, où on le trouve sur la voiture? Sur ce véhicule-là, on va trouver des lidars qui sont situés à l'avant du véhicule, donc on en a 2 devant et 1 à l'arrière. Et ceux-ci sont composés de 4 lasers. Ce modèle-là, lui, il est composé de 16 lasers. Ces 2 modèles-là, en fait, travaillent entre, quelques centimètres pour les objets les plus proches et plusieurs dizaines de mètres. On va jusqu'à 100 mètres, voire au-delà, suivant les modèles. C'est vraiment précis. Mais quand il pleut, ça pose problème. Ça va créer effectivement des micro-obstacles qui vont parfois le perturber, mais je dirais que c'est vraiment dans le cas d'une pluie très abondante où là on va effectivement avoir des points qui vont apparaître alors qu'ils n'existent pas physiquement. Dans la famille des capteurs qui équipent la voiture autonome, je demande le radar. Il sert à repérer les objets les plus lointains, comme les voitures ou même des piétons. Pour ça, il utilise des ondes radio. Mais aucun rapport avec l'autoradio, hein.
Les radars, c'est une technologie à haute fréquence, donc ça envoie des ondes à 77 GHz précisément sur tout l'environnement, et ça va capter en fait le retour de ces ondes. Donc ces ondes vont percuter des obstacles devant nous, des voitures, des piétons, des motos, et on va mesurer en fait le temps que met cette onde pour aller jusqu'à l'obstacle et revenir. De ce temps, on en déduit la distance. En plus de déterminer la distance qui sépare la voiture des objets, le radar mesure aussi la vitesse des véhicules environnants. Et sur cette voiture, il y en a beaucoup des radars ? On a 5 radars sur cette voiture. On a tout d'abord un radar de très longue portée qui voit jusqu'à 250 mètres, qui est situé juste sous la plaque de police. Ensuite, on a 4 capteurs, un à chaque coin, donc qui sont cachés derrière ces pots en plastique. Et ces capteurs voient jusqu'à 80 mètres, avec un angle assez ouvert pour détecter toutes les voitures qui peuvent être autour de nous. Eh ben, il en a une bonne vue, ce radar. Et ce n'est pas tout, il est aussi très pratique pour voir la nuit, car il n'a pas besoin de lumière pour fonctionner. Mais alors, on voit tout avec ce radar. Alors le radar marche bien quand il a face à lui des objets métalliques. Donc détecter une voiture, un camion, même une moto, ça marche très bien. Puisqu'en fait, l'objet métallique va réémettre beaucoup de signal. Un piéton aussi, aujourd'hui, on sait, on a déjà des radars qui fonctionnent bien, on sait aussi détecter des piétons. Par contre, des objets qui deviennent un petit peu plus petits, un petit peu plus flous, je ne sais pas moi, un sac par exemple sur la route, le radar ne va pas le voir. Parmi tous les capteurs présents sur la voiture autonome, on trouve aussi des capteurs ultrasons. Mais ça ne doit pas être pour écouter de la musique. Les ultrasons vont rapporter de l'information sur tous les objets qui se situent autour de la voiture. Par contre, les ultrasons vont regarder à très courte portée, environ 3 mètres maximum. Leur domaine de fonctionnement, donc, ils émettent en fait un son qui va faire écho sur les obstacles environnants. Et en mesurant le temps, en fait, la vitesse du son nous renseigne sur la distance des différents objets autour de nous. On en a mis 6 devant, 6 derrière sur les pare-chocs, et on en a rajouté de part et d'autre de la voiture, en bas de porte, 4 ultrasons. Bon, ce sont des capteurs de proximité, mais est-ce qu'ils sont utiles tout le temps ? Quand on est à très basse vitesse, on a des insertions dans les bouchons. Il faut vraiment capter toutes les voitures qui sont autour de nous et voir comment elles se déplacent. On a doté donc ces ultrasons d'une nouvelle capacité de suivre les objets qui tournent, qui se déplacent autour de nous, pour savoir à tout moment si elles tentent une insertion devant nous ou pas. L'avantage, c'est qu'il va voir très près. Si un piéton passe devant la voiture, on est par exemple en bouchon, on va détecter. Alors que les radars longue portée, les caméras longue portée ne verront pas, ça sera dans leur angle mort en quelque sorte, ils ne verront pas ces obstacles. Donc là, on a une ceinture en fait ultime qui va détecter tout ce qui est autour. D'accord, c'est le même principe pour l'aide au stationnement. Une alarme prévient quand la voiture est trop près d'un obstacle pour faciliter les manœuvres. Pour prendre les bonnes décisions, la voiture autonome utilise des logiciels puissants qui fusionnent, analysent et interprètent les données provenant des capteurs. Le problème, c'est que ces logiciels ne peuvent pas prévoir à l'avance toutes les situations sur la route. Les ingénieurs conçoivent donc une sorte d'intelligence artificielle. On parle de réseau de neurones. Un réseau de neurones, c'est une application qui va fonctionner comme un enfant. C'est-à-dire qu'au début, elle ne va pas savoir ce que vous voulez lui faire faire et vous allez l'entraîner. Donc, pour faire fonctionner un réseau de neurones, il y a 2 phases. La première phase, c'est une phase d'apprentissage et après, sa phase de vie classique où le réseau de neurones va faire ce pourquoi il a été entraîné. Donc, la phase d'apprentissage, c'est vous lui donnez des exemples. Le réseau va vous dire ce que lui pense être la bonne réponse et puis vous allez lui dire s'il a tort ou pas. Et vous allez avancer par incrément comme ça jusqu'à ce que le réseau soit capable de réaliser la tâche que vous lui avez demandée. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, les réseaux de neurones sont extrêmement utilisés, notamment pour des applications de véhicules autonomes, puisqu'on est capable de leur faire apprendre un grand nombre de choses dans un temps réduit en les basant sur l'exemple. Super! Grâce à ces cerveaux électroniques, la voiture est capable d'apprendre à conduire. Mais ça veut dire que certaines voitures sauront mieux conduire que d'autres ? Les véhicules vont communiquer de plus en plus avec les autres véhicules, mais également avec les infrastructures développées par les constructeurs automobiles pour qu'ils puissent récupérer ces données et rendre leurs véhicules toujours plus intelligents. Mais l'ensemble du parc, bien évidemment, en bénéficiera derrière. Mais avant d'équiper les voitures, il faut concevoir des systèmes informatiques suffisamment petits et puissants pour les faire fonctionner. Des genres d'ordinateurs super puissants.
Ce qu'on vise à moyen terme, c'est d'arriver à concevoir des boîtes de la taille d'une boîte à chaussures, hein, pas plus gros, qui vont venir intégrer l'ensemble de ces applications de véhicules autonomes et qu'on va pouvoir venir cacher, on va dire, dans votre véhicule, que vous allez pouvoir exploiter comme vous l'exploitez aujourd'hui. Après la partie théorique, place à la pratique. Pour vérifier que les instruments fonctionnent et que la voiture est capable d'analyser correctement les données, elle doit passer plusieurs tests. Ces voitures ont besoin d'accumuler beaucoup de kilomètres de roulage pour rencontrer toutes les situations possibles et s'assurer qu'il les traite correctement. Il faut savoir que pour apporter la preuve de sécurité nécessaire à une telle voiture, il faut faire l'équivalent de plusieurs milliards de kilomètres de conduite. On en fait une partie réellement, on accumule toutes les données de roulage dans des disques durs et ensuite ça nous permet de faire l'autre partie au virtuel, c'est-à-dire de rejouer les situations de conduite sur des ordinateurs et donc nous assurer que toutes les situations de conduite possibles ont été rencontrées et sont correctement traitées. Oh là là, des milliards de kilomètres! Heureusement que les ordinateurs sont là pour nous donner un coup de main. Et qu'est-ce qu'on vérifie avec ces tests? Ce qui est testé pendant la phase de validation, c'est toute la chaîne de traitement de la voiture qui se passe en 4 étapes. Nous avons d'abord toute l'étape de perception et effectivement là, ce sont les capteurs qui vont capter l'environnement. Ensuite, il y a toute la phase de fusion, c'est-à-dire mélanger les informations des capteurs pour en construire une représentation de l'environnement de la voiture. Ensuite, il y a besoin de toute la phase de décision, c'est-à-dire quelle trajectoire la voiture doit avoir. Et enfin, il y a la transmission de cette trajectoire vers les actuateurs, c'est-à-dire la direction, les freins, l'accélérateur, pour suivre cette trajectoire-là. Et c'est toute cette chaîne, en 4 étapes, qui est validée en permanence pendant tous ces roulages accumulés. Bon, maintenant qu'on a une voiture infaillible, il ne reste plus qu'à attacher sa ceinture et en route. On quitte la route traditionnelle, on peut rentrer sur une voie sur laquelle on est habilité à mettre le véhicule en autonomie. Tout à fait. Donc là, nous rentrons sur une voie rapide et cette voiture, elle a la capacité de proposer une délégation de conduite, donc de prendre la main sur ce type de voie. Donc là, au tableau de bord, la voiture vient de nous informer que si on souhaite, la voiture peut prendre la main. Et donc là, Eric, il suffit d'appuyer sur le bouton et ça y est. Ça n'est plus Eric qui conduit, là, c'est la voiture qui assure toutes les tâches de conduite. Quelle impression ça vous fait quand même, première fois comme ça, quand le véhicule, vous lâchez tout et tout, qu'est-ce qu'on ressent? Beaucoup de tranquillité, en fait, de patience. C'est très calme en fait, la conduite est vraiment très soft, très agréable. Donc c'est ça qu'on ressent en premier en fait. Mais est-ce que vous pensez que le réflexe du conducteur à ce moment-là, ça peut être de faire complètement autre chose? Alors moi je suis tenu de surveiller que la voiture agit bien comme on l'a programmé, donc je reste concentré. Voilà, je suis pas tenté de faire une autre activité quoi. Ouais, c'est pas. Ça reste quand même une étape d'expérimentation à ce stade. D'accord. Est-ce que des fois vous avez spontanément envie de reprendre la main comme ça? Je surveille effectivement, je rapproche légèrement mes mains du volant pour pouvoir réagir si nécessaire. Mais tant que c'est pas nécessaire, je la laisse agir. Elle sait gérer ces situations-là. Et dans l'état de développement actuel, parce qu'il faut préciser qu'elle est bien en développement, cette voiture, elle réagit vite par rapport aux situations? Elle réagit beaucoup plus vite que nous. C'est-à-dire qu'elle a une capacité de perception, de cognition, de traitement et d'action au niveau du freinage et de la direction qui est beaucoup plus rapide que l'humain, oui. Vous le sentez ou c'est calculé ou est-ce que vous le percevez? Il peut y avoir des coups de frein effectivement nécessaires qu'elle peut anticiper par rapport à moi. Pendant que vous parliez, là on a senti un freinage, c'est le véhicule tout seul qui a décidé de freiner? Voilà, la voiture surveille en permanence tout son environnement de conduite, les voitures environnantes, les lignes, les panneaux, tout ce dont finalement on a besoin pour prendre les décisions de conduite, et c'est la voiture qui décide d'adapter la vitesse mais également le comportement latéral. Bon là évidemment la voiture respecte la limitation de vitesse, mais elle pourrait décider on va le voir, peut-être de doubler si la voiture devant va pas assez vite. Alors absolument. La voiture là a la possibilité de changer de ligne, de doubler la voiture qui nous précède. Si la voiture de devant est trop lente par exemple et qu'aucune voiture n'arrive sur le côté gauche, la voiture peut nous proposer, nous dire là je pourrais doubler. Alors pour le moment nous avons encore soumis le dépassement à une autorisation du superviseur. D'accord. C'est-à-dire la voiture dit moi je doublerai bien.
Et là, c'est le superviseur qui dit OK. Et là, on le fait pour le moment avec... C'est Eric. C'est Eric, voilà. Et là, le superviseur, il peut dire bon, OK, je t'autorise à doubler. Mais à terme, dans les voitures de série, la voiture prendra l'initiative par elle-même. Voilà, vous voyez, là, la voiture a décidé de changer de voie. Elle se rabat sur la voie de droite toute seule. D'accord. Très agréable, hein. Alors, Finalement. tout à fait, Fred. L'idée, c'est d'avancer comme le trafic, mais d'avoir une conduite très coolée, parce que si on est en train de regarder une vidéo, on n'a peut-être pas envie d'être ballotté, tout ça pour gagner une place. Là, la voiture vient de dire attention, on va bientôt arriver en fin de délégation, et donc bientôt, on va devoir reprendre la main. Elle vous indique le temps? Elle m'indique le temps restant, effectivement, 1 minute à l'avance avec un compte à rebours qui décroît doucement. Et j'ai cette minute-là pour à tout moment reprendre en main. Si on ne reprend pas la main, Alors il faut savoir que la voiture, elle doit être capable de gérer. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, ce que la voiture fait, c'est qu'elle se mettrait en sécurité, c'est-à-dire qu'elle se rangerait gentiment sur le côté, D'accord. jusqu'à l'arrêt complet de la voiture. Mais évidemment, avant ça, elle va nous expliquer, elle va nous envoyer des alertes d'abord gentilles et puis ensuite progressivement de plus en plus prégnantes pour dire voilà, maintenant il est temps de reprendre la conduite. Donc la mise en sécurité, elle restera complètement exceptionnelle. Et voilà. Donc là, elle nous alerte aussi. Voilà. Et là, Eric a décidé de reprendre la main puisque nous approchons de la sortie. Comment vous avez fait pour reprendre la main? C'est très simple, vous avez juste remis les mains sur le volant? Ah oui, il y a plusieurs façons. On peut réaccélérer ou freiner, tourner le volant, appuyer sur le bouton de sortie du mode autonome. Ok. Il y a plein de moyens en fait qui permettent au client de reprendre très facilement en main. Mais attention, l'arrivée de la voiture autonome pose aussi de nouvelles questions, à la fois juridiques et morales. Par exemple, qui sera responsable en cas d'accident? Le propriétaire du véhicule ou le constructeur? Ou encore, comment éviter le piratage informatique de ces ordinateurs roulants? Voici quelques-unes des grandes questions que nous avons posées à notre expert. Aujourd'hui, la réglementation technique pour les véhicules autonomes n'existe pas. Elle est en cours d'évolution, mais elle n'existe pas. Et là, tous les constructeurs automobiles mondiaux, tous les pouvoirs publics des pays industrialisés s'accordent pour faire évoluer la réglementation d'aujourd'hui et permettre la circulation de véhicules dotés de systèmes autonomes. Comme il existe beaucoup de systèmes autonomes différents, la réglementation technique ne va pas autoriser ou réglementer tous les systèmes en même temps. Donc on y va de façon graduelle, en permettant au départ des systèmes avec un niveau d'autonomie assez faible, et à partir de 2020-2021, des systèmes d'autonomie dits full autonomie, éventuellement driverless, c'est-à-dire sans conducteur. Mais ça sera bien après 2022 ou 2023. Propriétaire du véhicule va avoir un véhicule qui va générer un ensemble de données. Et donc là, on va tomber sous le coup d'une réglementation de la protection des données personnelles. Il se trouve que cette réglementation va changer en mai 2018 partout en Europe. Et bien évidemment, on va se conformer à la réglementation en vue de protéger les personnes et leur vie privée. Avec un véhicule autonome, si on sait identifier qui conduisait au moment de l'accident, si c'était plutôt le conducteur qui était en charge de la voiture ou si c'était la voiture qui était en charge de la conduite, l'assureur va dire, voilà, en fonction des éléments que j'ai, le conducteur c'était la voiture, donc la responsabilité sera plutôt affectée à la voiture. Si c'était le conducteur qui était en transition par exemple, ou en charge aussi de la conduite, à ce moment-là, on va identifier avec les éléments disponibles la responsabilité soit du conducteur, soit de la voiture. Ça va nécessairement amener le monde automobile, le monde de l'assurance, en fait, le monde de la justice, à dire comment on fait pour identifier qui était en charge de la conduite. La première règle qui dit, c'est le véhicule autonome doit avoir pour premier objectif la sécurité. Donc on doit, au moment de la conception des systèmes autonomes, penser sécurité, de façon systématique.
et de façon prioritaire. La deuxième règle qui est vraiment très importante, c'est de concevoir les systèmes autonomes de manière à ne jamais, ou très rarement, se retrouver dans des situations où le véhicule doit avoir ce choix éthique. Donc dès la conception, on intègre le fait que cette situation ne devrait pas intervenir. Donc on n'aura pas à faire ce choix-là. Si on a ce choix-là, l'idée, c'est de protéger en fait le plus possible. Le véhicule autonome est un catalyseur de changement extraordinaire en fait. Il ne va pas remplacer le conducteur, il va simplement remplacer la dernière régulation par le conducteur. Et il va créer un système de transport complètement nouveau, dans lequel on espère qu'il y aura beaucoup moins de défaillances par la machine que par le conducteur. Et là, on peut s'attendre en fait à des gains de sécurité routière énormes. Voilà, et pour conclure ce dossier, une petite question pour vous. Que vous inspire la voiture autonome ? Vous en voulez une ? Elle vous fait peur ou vous attendez de voir ? Pour répondre, c'est juste en dessous. Alors si ce dossier vous a plu, bien surtout n'hésitez pas à le partager et à liker. Et si vous voulez nous aider, vous pouvez tiper aussi. Allez, soyez prudents et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur l'espritsorcier.org et sur notre chaîne YouTube. Salut à tous.